internautes, j'espère que vous avez passé tous et tous des très bonnes fêtes en famille ou avec vos amis. Écoutez, je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit débriefing un peu de toute la saison entière que j'ai passée et un peu évoquer forcément la saison future. Donc petit comeback. On va partir au mois de mars 2024. Quand j'ai débuté la saison 2024, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je voulais partir sur plein de choses. Je voulais faire du sprint, je voulais faire de l'endurance et je voulais rouler sur plein de voitures différentes en même temps. Ce qui a été clairement, avec du recul maintenant, clairement pas un bon choix. Donc l'idée au début que j'avais en début de saison, c'était de m'engager en sprint sur l'Ultimate Cup Series et également du coup en endurance sur les 24 heures series. En plus de ça, vu que l'année précédente, du coup la saison 2023, je suis passée à seulement 2 points d'être championne d'Espagne en CER, qui est le championnat d'endurance espagnol, qui maintenant a été renommé CET. Donc je me suis dit, bah à charge de revanche, je reviens pour une deuxième saison. Donc ça veut dire 3 championnats. Voilà, c'était ça l'idée de base en 2024. Donc ce qui est un programme un peu chargé, on va pas se mentir. Après, sur les 24 heures, les 24 heures series, l'idée c'était de faire que les 24 heures, pas les petites courses de 6 heures ou de 12 heures, mais que sur les 24. Donc déjà, ça retire quand même pas mal de courses. Donc j'ai commencé au mois de mars en Ultimate au Castellet, et en plus c'était sur la Vortex 1.0. Donc là, je suis partie pour le sprint, et c'est là où j'ai découvert du coup mon grand rival en Ultimate Sprint, César Vandovesti, avec qui en fait pendant toutes les sprints que j'ai pu faire, à chaque fois c'était la personne avec qui je me retrouvais sur la piste à batailler. Donc ça franchement c'était des très très bons souvenirs, on a passé beaucoup de moments à se batailler et c'était franchement top. Je vous laisse avec les images. Et derrière, regardez, ça continue de batailler ici entre une Porsche 992 et la voiture du Team Vortex. Ici, c'est la voiture numéro 13 qui est à la lutte, qui essaye de résister face à Solène Amrouche sur la voiture numéro 95. C'est serré, hein. C'est vraiment très très serré, la voiture du Team Vortex qui est très bien placée à l'amorce de la longue ligne droite du Mistral. Et regardez ici, on parlait justement de la voiture numéro 13 et 95 pour César Van de Vostin et Solène Amrouche qui sont à la lutte. Mais cela fait également les affaires de la voiture 415. Lutte pour l'instant encore à distance entre ces deux Porsche en catégorie Porsche Cup, mais qui va peut-être bientôt évoluer puisque la Vortex continue de mettre la pression sur la numéro 13. Et regardez à l'avance du virage du pont, il va bien chercher à ressortir, bien préparer sa sortie. Chose faite, il est bien calé dans ses échappements. Est-ce qu'il va pouvoir se rapprocher, prendre une bonne aspiration et peut-être aller chercher la Porsche à l'amorce du premier virage? J'ai l'impression que la Porsche a une meilleure vitesse de pointe, en tout cas visuellement, et on l'aperçoit puisque regardez tout de suite Jérémy Faligan qui était un petit peu plus loin au début de cette ligne droite de départ arrivée, tente de se porter à la hauteur du premier virage. On n'est vraiment pas passé loin du contact. C'est très très chaud là entre ces trois voitures, on a vraiment une grosse bataille. Par contre, avec du recul sur les vidéos que vous venez de voir, putain, je me rends compte de mon évolution. Vraiment, je regarde les vidéos et je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Bah ouais, mais c'est que en fait je le savais pas et maintenant je le sais le faire. Donc, au moins c'est bien, j'ai évolué, donc ça c'est bien. Alors je suis désolée, mais mon cerveau fait que je ne me souviens plus du tout de la fin, de comment ça s'est fini. Je crois bien que j'ai fait un tête à queue, je crois que c'est ça. D'ailleurs, oula, attention, on est parti à la faute pour la Vortex numéro 95. Du moins, je me rappelle que j'étais engagée sur les 4 courses de sprint, ce qui avec du recul était aussi n'importe quoi, parce que physiquement, j'étais pas du tout préparée à faire 4 courses de sprint, qui durent 20 minutes chacune. Ou finalement, je me rappelle que la dernière, je l'ai pas faite. J'ai très très peu de souvenirs de ça, donc je vais pas m'étaler dessus. On passe à la prochaine. En avril, je débute l'ancien CER, maintenant qui est renommé du coup CET, donc le championnat espagnol, où je suis revenue pour
pensais voilà, remporter le titre. Bon, maintenant, je me marre bien avec tout ce qui s'est passé et tout ce que je sais ce qui s'est passé. On est très très loin. Bon, que je vous explique un peu. Donc, l'idée, c'était de revenir et me dire, c'est parti, je gagne, il n'y a pas de débat. Pour ça, j'ai décidé de m'aventurer sur un pari qui était du coup la nouvelle Vortex, donc la 2.0. Donc gros pari, sachant que la voiture, elle vient juste d'être construite, quoi. Donc elle est toute neuve, on la connaît pas. Et forcément, c'est pas comme si on achetait une voiture en usine de chez Porsche, d'un seul coup, il y a tout qui fonctionne. Là, elle est encore en développement. Dès les premières courses, c'est non, c'est fini. Elle a dit non, on n'a pas fait les départs des 2 courses. Voilà, des petits couacs à gauche à droite qu'on connaissait pas et que maintenant on connaît, et du coup, il y a plus de ce genre de problème. Mais à l'époque, bah, on les connaissait pas et on s'est fait avoir. Par contre, au qualif, elle a fonctionné du feu de Dieu, il y avait aucun problème. Et la voiture, en fait, elle était folle. On a fait P3. Donc elle était vraiment top. Donc voilà, pas de points, 0, on n'a pas démarré la course. Voilà, on passe à la prochaine. Au mois de mai, je suis carrément partie sur encore autre chose. Cette fois-ci, du coup, j'ai fait les 24 heures de Portimao, mais pas avec Vortex. Je suis partie en Porsche. Et je suis partie en Porsche 911 GT3 Cup, une 992. Donc encore une fois, on est vraiment dans l'esprit je veux tout découvrir. Donc là, déjà, en 3 courses différentes, j'ai fait 3 voitures différentes. Voilà. La stratégie était pas bonne avec le recul, c'est pas grave. Franchement, ça a été une course qui était hyper agréable. J'ai pas les mots, j'ai encore les sensations de cette voiture qui était juste incroyable. En fait, cette voiture, on la comprend. Là, j'avais l'impression que c'était plus intuitif. Donc ça s'est super bien passé en plus sur cette course-là. Tout le long, on était P1. Et malheureusement, on a eu un problème de frein durant la nuit, juste avant que je prenne mon relais, qui devait être 5h du matin. Et là, on est resté au moins 1h30 dans le box, alors que déjà, on avait 1 heure d'avance sur les deuxièmes. Donc vraiment, ça charbonnait vraiment bien. Bon, on a perdu une demi-heure et impossible de rattraper à la régulière, quoi. Donc on a fini P2, mais c'était une sacrée belle course. Et si on n'avait pas eu ce problème, mais on aurait été premier large. Mais bon, après, c'est le jeu des 24 heures. Voilà, c'est un sport mécanique et donc un jour, ça c'est nous qui avons un problème et un autre, c'est d'autres. Voilà. Au mois de mai, je repars du coup sur l'Ultimate et là, pareil, toujours dans l'esprit de faire 40 milliards de choses à la fois, je veux faire le sprint et l'endurance. Ouais. Au moins, c'est sûr que j'ai vu plein de choses, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de débat. Mais en fait, je me suis trop éparpillée, j'ai pas réussi à me focus sur une seule chose. Et surtout que entre la sprint et l'endurance, ce n'est pas la même voiture. On a une Vortex 1.0 et une Vortex 2.0 sur l'endurance. Alors pour la sprint, du coup c'était à Portimao. Forcément vu que je sortais des 24 heures, comment vous dire que j'étais un peu rodée. J'arrive et je tape le meilleur trou P1 au général pour la qualification. Comment vous dire que j'étais plus que contente, plus que ravie. Malheureusement, c'est que ça hein, l'année, à chaque fois c'est des malheureusement. Petit problème, dans le règlement il y avait un petit écriteau écrit un tout petit en italique. Mais non! Mais hasard de dingue! On se retrouve à être disqualifié. Mais non, mais si! On n'a pas respecté un règlement au niveau de l'essence. Donc je pars dernière, donc on était 20 en tout. Je vous mets la vidéo du départ. Là sincèrement c'est mes souvenirs qui parlent, mais c'était trop bien en fait de partir dernière parce que tu sais que ta place est devant et tu sais que tu vas aller les chercher et tu sais que tu vas les bouffer d'un coup en fait ceux qui sont devant toi. Top départ, ça y est, c'est parti. Les feux qui ont mis pas mal de temps à s'éteindre. Et regardez tout de suite, on a justement cette Lamborghini d'Alexis Berthet numéro 30 sur la droite de votre image qui a dû vite fermer la porte sur Carl Van de Vostien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les 2 Lamborghini au premier virage. Derrière, il y a un petit peu de passe d'armes, mais ça a l'air de plutôt bien se passer. Pas de contact en tout cas sur ces premiers mètres pour ce qui est de l'avant du peloton. Dans l'ensemble, ça a l'air de plutôt bien se passer puisqu'il a conservé sa 3e place. Derrière suivent toujours Carl Van de Vostien, Jérémy Faligan et lui aussi toujours 2e de la catégorie Porsche 108. Oh là, ça se bataille justement. On voit derrière que c'est très serré juste devant la Vortex. Virage, dans ce long virage que je vous citais précédemment, numéro 9 qui descend un vrai toboggan et puis après qui remonte. Les pilotes qui durant les essais et les qualifications ont vraiment pris beaucoup de plaisir et on peut les comprendre, on aimerait bien être à leur place. Alors, regardez ici, on a cette Vortex aussi qui se décale légèrement, en tout cas qui a une trajectoire différente dans la sortie en direction du virage numéro 11.
Allez, la fin de ce premier tour qui va avoir lieu. Et regardez la Vortex qui est très bien placée et qui a pris l'avantage justement sur la voiture d'Éric Debar, me semble-t-il. Allez, fin de ce premier tour, vous voyez à peu près les écarts, pour l'instant ça reste assez compact. Du coup j'ai fait 6ème au général, je vous avoue que c'était quand même assez compliqué d'aller chercher le tout premier. En fait pour les remonter, eux ils partent tout de suite et toi en fait t'es bouchonné, donc tu perds du temps. Bêtement, en fait le temps est beaucoup trop court pour essayer d'aller rattraper ceux de devant, et je pense que aussi je manquais un peu de technique. Du coup ça fait 6ème au général et 2ème de la catégorie. Sur la deuxième course, petite touchette, DNF. Et pour la course d'endurance, j'ai fait les qualifications, on a fait 5ème. Durant toute la course, on était premier au général. Franchement, on dominait tout le monde, c'était vraiment génial. On avait des gommes absolument top et la voiture était vraiment top. Vraiment, il n'y avait rien à dire, tout était parfait. Et malheureusement, en fait, j'arrivais vraiment à bout de mes gommes, même si en fait je trouvais qu'elles avaient encore beaucoup de jus, je tapais encore des super bons chronos. Mais à la fin, mauvaise stratégie, en fait on a changé de gomme, on a mis des mauvaises gommes. Impossible de refaire des chronos comme je faisais au début de la course. Et bon bah petit à petit on a été rattrapé, on a fini P2. Mais franchement c'était une très belle course parce que tout du long on a dominé. Il y avait des pilotes comme David Hallyday ou Jean-Bernard Bouvet. Donc comment vous dire que bah, ça roulait plutôt pas mal, donc c'était franchement cool. Voilà, de leur donner un peu la vie dure. David Hallyday est toujours derrière Solène Amrouche, il n'arrive pas à trouver l'opportunité de pouvoir passer. Alors qu'ici vous avez l'autre Vortex qui est présente toujours en piste. Il s'agit de la numéro 21, toujours aux mains de Solène Amrouche, qui elle continue désormais d'enchaîner les tours en tête de la course et qui ne s'est toujours pas arrêté. Et qui signe d'ailleurs sur le tour précédent, pas celui-ci, mais sur le tour précédent, son meilleur tour en course en 1,49 661. Et le tour suivant qui vient d'être bouclé à 2 centièmes près. Assez impressionnant. Solène Amrouche passe par la voie des stands, descend de voiture. Quel gros premier relais, assez impressionnant. Exécuté très proprement, pas d'erreur, et désormais on va pouvoir aider peut-être son coéquipier à se sangler dans la voiture. Et Solène Amrouche qui continue son bon relais avec la Vortex, elle améliore son meilleur secteur, 34 points, et elle est encore sur de très bons chronos au volant de la Vortex. Et regardez ici, on est en train de s'arrêter du côté de la numéro 21, deuxième au classement général et deuxième dans sa catégorie, et Solène Amrouche qui remonte à bord une ultime fois. Au mois de juin, on part du coup sur Navarra, sur le championnat et du coup espagnol. Course 1, on a des problèmes, DNF. Et course 2, on fait P1 sur 6 sur notre catégorie et 7 au général sur 28 voitures. Donc franchement, on avait super bien gazé. Ce procedimiento de salida, realizarlo como dice el reglamento, para poderlo hacer todo correcto y evitar sanciones. Salida, tenemos ya carrera en marcha, la segunda del GTZ. Vous voyez la vidéo là que je viens de vous montrer? Ça, c'est la pièce du fond de plat que j'ai cassée durant cette course. Voilà, je l'ai gardée. Bon, voilà, c'était un petit... Petite parenthèse, voilà, je vous laisse avec les vidéos. En apoyo, complicadísima aquí el circuito de Navarra, pero ojo porque viene también Jaume Font y ahí hay algunos toques, uno de los Vortex que tiene algunos problemas y ahí se ha evitado un golpe por la mínima. Alors on arrive au mois de juin, donc là on retourne sur l'Ultimate en sprint, et donc là on est en Allemagne à Hockenheim. Donc première course, ça se passe plutôt bien. Je retrouve César Vandovesti sur cette course avec qui on fait encore une fois une belle bataille. Et là c'est une autre bataille qu'on aperçoit, et cette fois-ci lui il est vraiment sous pression. Là César Vandovesti, Solène Amrouche qui continue de remonter, on le rappelle, elle partait depuis la 7ème position. Elle a rétrogradé au départ au 12e rang, et depuis elle a dépassé 3 voitures. Elle a repris 3 positions et cette fois-ci elle s'attaque à César Vandevostin du 2B Autosport. Ah, elle est vraiment très très proche là. Ah, ça sort assez large en sortie de ce virage numéro 12. Il prend pas la corde. Ah, Solène Amrouche là qui est vraiment plus rapide, qui a l'air de bien mieux s'en sortir déjà dans cette partie sinueuse. Même sur tout le circuit, est-ce qu'il va... Oh, c'était osé de mettre la pression ici. J'ai cru qu'elle allait plonger. Non, ça ne plonge pas. Ça aurait été peut-être un petit peu trop osé.
Et Solène Amrouche, elle est motivée, même si cette voiture n'est pas dans sa catégorie, elle aperçoit juste devant les 2 Ferrari que vous avez aussi sur cette image, qui elles, pour le coup, sont dans sa catégorie UCS3. Et cette fois-ci au freinage, elle va réussir à s'en sortir, elle plonge. Est-ce que César Van de Vostijn peut emmener plus de vitesse à l'extérieur? Oh, c'est beau là, la passe d'armes qui nous offre, la défense de César Van de Vostijn qui malheureusement n'aura pas payé. Et cette fois-ci, c'est passé pour la Vortex numéro 95, un beau dépassement effectué. Mais regardez ici cette fois-ci, la Porsche du Autosport qui a plus de vitesse de pointe, qui se porte à l'extérieur à la sortie de la Parabolica, et au freinage il va pouvoir plonger à l'intérieur et repasser en tête. Est-ce qu'elle peut décroiser la Vortex et peut-être reprendre le meilleur? Non. Allez, on arrive de nouveau cette fois-ci au début de ce 3e secteur et ça plonge de nouveau pour la Vortex. On ne veut pas perdre trop de temps, il reste un petit peu plus de 7 minutes. Si on veut espérer pouvoir revenir sur les 2 Ferrari du team SRNR, faut vite se débarrasser du Debe Autosport. Mais César Van de Vostijn, il n'a pas dit son dernier mot. On n'est pas dans la même catégorie, mais il y a un classement général, ça c'est sûr. Alors, on est vraiment très très proche. Est-ce qu'elle peut tenter une attaque ici à l'entrée de ce virage? Virage numéro 13, toujours assez technique. Peut-être une nouvelle fois se décaler ici. La dernière fois, on s'est montré un peu proche. Non, on reste également derrière. On a même perdu quelques longueurs. J'ai l'impression qu'on a tenté de faire le frein, mais au dernier moment, on s'est ravisé. Et malheureusement, là, c'est clairement ma faute. Je viens lui faire une magnifique petite touchette qui vient du coup endommager sa voiture, moi aussi la mienne. Est-ce que cette fois-ci, elle peut replonger Solène Amrouche? Attention au contact et les voitures qui se percutent. Les 2 voitures qui se percutent. Alors, on revoit justement cette image et le contact à l'intérieur. C'est peut-être un peu trop posé pour Solène Amrouche, ou alors on a peut-être un peu fermé. En tout cas, sous cet angle, c'est assez difficile d'avoir un jugement. Oh là, attention, on a même une crevaison là sur la Vortex. Ah, c'est terrible, on perd tout là. On perd tout pour Solène Amrouche et même pour... on a peut-être même aussi perdu des positions pour César Van de Vostijn. Peut-être même pas une crevaison, c'est peut-être j'ai l'impression c'est le pare-choc vraisemblablement qui aurait cédé au niveau de son attache et qui viendrait toucher le pneu. Et je finis 4e de notre catégorie du fait que je devais être 3e, mais en plus je me suis pris une pénalité à cause de cette touchette, ce qui était entièrement mérité. Et pour la 2e course, alors là je vous laisse clairement avec les images, l'image parlera d'elle-même, il pleuvait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La voiture passée devant eux, ça a dû leur faire tout drôle. À l'envers, en plus elle était à l'envers, et certains même pendant ce temps-là essayent d'en profiter, tout comme sur la Vortex de Solène Amrouche qui essaye de prendre le meilleur, et même il parvient. Ceux qui ont gagné ou qui étaient présents sur les podiums des courses précédentes ne le sont plus. Attention, on a vu la Vortex justement de Solène Amrouche qui était à la sortie du virage numéro 1 à l'intérieur. J'ai pas peut-être qu'elle a tapé. Oh oui, ça a tapé. Et même assez fort. Les médecins qui sont présents auprès de Solène Amrouche, on espère qu'elle va réussir à sortir de la voiture déjà par ses propres moyens. L'impact qui a peut-être été un petit peu plus fort. Voilà, ça c'est l'image qu'on voulait voir. Elle descend par elle-même. L'essentiel est son état de santé et il est bon visiblement. Donc voilà, vous imaginez bien, DNF. Bon, il y a aussi quelque chose que je dois vous raconter qui s'est passé du coup sur cette course-là. Donc forcément, il y a tout ce qui se passe autour de la course que je parle pas forcément, et surtout qu'à l'époque, ce qui m'était arrivé, j'avais pas osé en parler de peur des représailles. Mais là, franchement, je pense que c'est l'occasion d'en parler, c'est du passé, et au bout d'un moment, en fait, je peux pas rester là sans rien dire. Donc, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que j'étais convoquée en direction de course par rapport à l'accrochage que j'ai eu avec César Van de Vostijn, qui était totalement normal, pour signer le fait que j'ai ma pénalité et que je suis entièrement d'accord sur ma responsabilité. J'ai signé ces papiers, il n'y avait aucun problème, et j'ai été rappelée en direction de course à propos d'autres choses qui m'ont dit c'est tiens Solène, il faut que tu signes ces papiers là, c'est en rapport avec l'accident, avec l'accrochage avec César. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Je signe les papiers et en revenant dans mon team, j'apprends que les papiers que j'ai signés c'est pour une pénalité qui est autre que la pénalité que j'ai eue avec César, qui était une pénalité de 47 secondes. Combien? Qui sera du coup à toutes mes prochaines courses. Je voulais savoir donc pourquoi. Donc je suis revenue et on m'a dit que c'était une pénalité qui était justifiée du fait que j'étais silver et que c'était pour équilibrer avec les autres pilotes. Donc j'explique que les autres pilotes, en fait, on a le même niveau, que certes je suis silver, mais que
En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que je roule plus vite que les autres. En fait, on est vraiment équivalents. Et dans tous les cas, sur 20 minutes, comment vous dire que 47 secondes, jamais je ne pourrais en fait espérer gagner. Autant ne pas participer à la course. Je me rappelle, donc c'était quand même un homme qui me parlait et qui m'a regardé de haut en me disant mais de toute façon toi Solène, t'es pas là pour gagner. D'une manière les gars, vous savez même pas comment mon cœur s'est brisé, je savais plus où me mettre. Et je lui dis si en fait c'est le but de tout pilote en fait de venir pour gagner, sinon ça sert à quoi. Et là il a rigolé et il m'a dit non mais Solène, voyons, si toi tu venais pour gagner ça se serait. La course d'avant, hein, je venais de faire première au général à la qualif. Je vous avoue que sur le coup je savais pas quoi rétorquer à ça, j'étais tellement choquée de sa réponse que je me retrouve à dire stop, on arrête tout, je vais voir mon team manager, on en parlera directement avec lui quand il sera là. Je lui raconte ce qui s'est passé. Franchement, il a très très bien réagi tout de suite, il a été dans l'accompagnement, il a voulu que justice se fasse en soi. Et donc, après moult et moult discussions, et même on est allé voir au-dessus le directeur de l'Ultimate, les choses ont été apaisées, mais moi en tout cas, j'ai décidé du coup de quitter cette filière de sprint parce que je considérais qu'en fait la mentalité ne m'allait pas et ne me correspondait pas. Donc après cette histoire, je suis allée du coup en endurance et j'ai arrêté le sprint. On enchaîne du coup avec le mois de juillet où là on se retrouve du coup sur le CET, championnat espagnol, où on se retrouve du coup à Motorland. La course 1 qui se passe très très bien, où on fait P2. Donc franchement, super bonne course. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de batailles avec une Ferrari. C'était franchement vraiment, vraiment top. Et pour la course 2, c'est ma faute. J'ai fait un départ mal calculé. Je vous laisserai aussi avec la vidéo. Mais je pensais que en fait, il y avait une petite porte. J'ai pu me faufiler dessus, enfin dedans. Donc, la Ferrari, juste derrière, est venue me toucher. Et c'était fini pour moi. Donc DNF pour la deuxième course. Mais en tout cas... si ça passait, en tout cas, ça passait fort. Au mois de septembre, du coup, je repars sur les 24 heures et je fais les 24 heures de Barcelone. Donc c'était ma deuxième édition. Et cette fois-ci, j'étais sur la même voiture que mon père. Donc comment vous dire que c'était... un truc de fou. Une étape de franchir, un rêve de réaliser. Bon après, vous avez sûrement vu du coup la vidéo YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On a terminé en tout cas premier. Une course avec plein d'émotions. Je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez vue, vous voyez très bien de quoi je parle. En octobre, nous voilà à Valence au circuit de Ricardo Tormo, avec l'accent bien évidemment, sinon ça compte pas. Alors sur cette course-là, on avait fait des très bonnes qualifs, on était 3e. La course s'est super bien passée du moins au départ et en fait à partir du milieu fin, problème sur la voiture, des coupures de boîte et en fait c'est moi en plus qui suis dans la voiture à ce moment-là. Il reste vraiment très très peu de temps de course, 10 minutes à tout casser. Et en fait, à chaque fois, donc, je veux passer un rapport, ça le passe pas et tout coupe. Et, ça coupe, je redescends un rapport et hop, j'arrive à repartir. Et ça me fait ça plusieurs fois. Et donc forcément, je perds du temps et surtout qu'en plus, là, j'étais première de ma catégorie. Donc c'était hyper important pour moi de gagner sur ce circuit. Alors que l'année dernière, c'est sur ce circuit-là que j'ai gagné au scratch, c'est-à-dire première de toute catégorie confondue. Donc pour moi, c'était vraiment important en plus de regagner ici sur ce circuit-là. J'étais première de la catégorie avec une avance vraiment, vraiment bonne. Et plusieurs fois, ces coupures. Et ça repart. Et moi à la radio qui dit ça a coupé, mais ça repart, ça repart. Et je commence à m'exciter comme ça, à gueuler à la radio. Et à chaque fois, en fait, on arrive du coup sur la fin. Il doit rester 4 minutes, quelque chose comme ça. Ça recoupe. Et vu que j'arrivais au niveau de la pit lane, je décide de rentrer. Et je leur dis, je rentre dans la pit lane, vous voyez vite fait ce que vous pouvez faire. C'est possible, je repars, tu vois. Et on avait quelques secondes d'avance, mais en fait, c'était complètement foutu, quoi. J'arrive dans la pit lane, et au moment où j'arrive dans la pit lane, là, tout se coupe. Et je roule que avec l'élan de la voiture. Et donc, fin de la course. Franchement, ça a été vraiment très triste pour moi, cette course-là. Alors qu'on avait tant donné, qu'on s'était tant donné, et qu'on était devant. Mais encore une fois, on était sur le développement de la 2.0. Et sur la deuxième course, pas possible du coup de prendre le départ, donc c'était la fin du week-end pour nous. Toujours au mois d'octobre, on est parti du coup à Manicourt avec l'Ultimate.
Donc comme je vous l'ai dit, l'ultimate, moi, c'était terminer le sprint. Du coup, je suis partie sur la course d'endurance. Donc il pleuvait à Manicourt, étonnant. Là, c'était gras. Voilà, c'était gras. Donc assez compliqué. Et c'était des conditions que je n'avais jamais pilotées sous des conditions pareilles. C'était glacé, tout glissait. On était sur des œufs constamment. Dès qu'on mettait trop d'axel, la voiture elle partait. J'ai fait un sacré départ de merde, pour dire le terme. Je vous laisse encore une fois avec la vidéo pour en juger par vous-même. C'est parti, feu vert ici à Manicourt. La Ginetta immédiatement pressée par la Vortex de l'extérieur ici sur la Porsche du DB Autosport. Il a pris des risques le pilote, mais il reste quatrième. Il a gagné une position et derrière il y a un tête à queue pour l'une des Vortex. On a quand même réussi à finir P3 de notre catégorie et P4 au général. Donc on va dire qu'on s'en sort bien. Surtout que j'ai roulé du coup avec mon père sur cette course-là. Et mon père est encore moins à l'aise que moi sous la pluie. En l'occurrence, moi sous la pluie, j'aime bien ça. J'ai appris le karting sous la pluie. Donc ça me va. Mais là, c'était vraiment très particulier. C'était pas de la pluie, c'était du gras mouillé. Et ça a enchaîné tête à queue sur tête à queue, mais tout le monde, hein, tout le monde. Il y a tout le monde qui est passé. Hein. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir. Si vous l'avez vue, vous voyez très bien de quoi je parle. Si vous voyez, normalement, il y a un peu le moment que tout le monde m'en a à peu près parlé de cette vidéo, c'est la musique de danse classique et toutes les voitures qui tournent et qui font que des têtes à queue. Donc voilà, donc si vous voyez de quoi je parle, c'est cette course-là. Bon, on arrive du coup sur cette dernière course de la saison 2024, au mois de novembre à Barcelone pour le CET. Et donc là, eh ben, il pleuvait à Barcelone, donc je suis en 2.0, et moi j'ai plus que du plaisir du coup de partir sous cette pluie. Encore une fois, il y a une vidéo YouTube là-dessus, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je fais un départ assez impressionnant où là en fait c'est la première fois que je prenais un départ comme ça. On est à 200 km/h, plus de 200, et on est les uns à côté des autres et tu vois rien. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois rien. La preuve en image. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant et c'était assez reposant comme course, du moins comme relais parce que j'étais avec mon père. Vu qu'il y avait des safety cars toutes les 10 minutes, donc j'ai pu me reposer. En fait, c'était absolument pas physique comme course. Donc on a fait P2 sur cette course-là et c'est cette fameuse coupe que j'ai voulu vous faire remporter sur Instagram pour vous remercier de m'avoir suivi durant toute cette saison. Bon, la saison 2024 est terminée, parlons maintenant de la saison 2025. J'ai comme projet de partir dans un autre type de voiture. Vortex, ça a été ma famille, ils m'ont accompagnée, c'est eux qui m'ont fait évoluer. Et grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai ce niveau-là. Donc je vais continuer à rouler avec eux sur des grosses courses importantes comme des 24 heures. Mais pour ce qui est du reste du temps, je compte partir du coup en monoplace et je compte faire de la F3R. En tout, j'ai quand même fait pas mal de tests. Là, déjà, je suis à 4 jours de tests de monoplace. Et comment vous dire que la monoplace, ça n'a rien à voir. Dans le sens où, en fait, là, j'ai tout à apprendre. Et la monoplace, c'est la base du pilotage. Il y a zéro aide. Et en fait, tout se fait avec la compréhension de la voiture, le feeling, le physique. Vous pouvez pas savoir, mon Dieu, mais vous pouvez pas savoir le physique que c'est une monoplace. Vraiment, quand je suis en endurance en Vortex, je suis capable de faire 1h45 de roulage. Mais en monoplace, je fais 20 minutes, je suis morte. C'est fini. Il n'y a plus le cou, les bras, surtout les bras. Les bras, mais c'est une horreur. Les toutes premières fois que j'ai roulé, mon casque s'envolait. Voilà, j'étais comme ça, mon casque il s'envolait. Et j'avais du coup la partie qui est normalement ici, je voyais plus rien, j'étais vraiment aveugle, donc j'étais obligée de tenir comme ça, c'était du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, le pilotage n'a rien à voir. En fait, il faut apprendre à garder de la vitesse en courbe, à faire confiance à l'aéro, à comprendre l'aéro, et le freinage surtout. Mon Dieu, le freinage, en fait, on n'a pas d'aide pour le freinage.
Donc forcément, si t'as pas d'ABS, bah, tu bloques plus facilement et en fait c'est beaucoup plus subtil et le feeling est vraiment différent. Et la voiture est beaucoup plus légère, donc forcément rien à voir. Enfin bon, en tout cas j'ai beaucoup à apprendre, je suis obligée de passer par là pour mes objectifs futurs, que je vous parlerai si un jour j'y arrive. J'ai pas envie de me porter la poisse à vous en parler. Mais en tout cas, donc là l'idée c'est de partir en monoplace, donc en F3R, et de faire l'Ultimate. Donc pour l'Ultimate, la saison 2025, on va se retrouver sur pas mal de circuits. On a le Castellet au mois de mars. Au mois d'avril, on a le Mugello. Au mois de mai, on a Portimao. Au mois de septembre, on va en Espagne à Motorland. Ensuite, au mois d'octobre, une spéciale de l'Ultimate, on va à Manicourt. Donc là, comment vous dire, sûr à 100% que c'est la pluie. Et on finit au Castellet au mois de novembre. Donc avec tout ça, ça me fait quand même beaucoup moins de courses que l'année précédente. Donc là, on va quand même diminuer drastiquement. Mais je compte quand même rester avec Vortex sur quelques courses, comme des courses les plus importantes, comme des 24 heures. Donc là, d'ailleurs, je vous fais la vidéo. Je vais pas tarder du coup à partir d'ici quelques jours pour les 24 heures de Dubaï. Et bien évidemment aussi pour ma 3e édition, j'aimerais bien faire aussi les 24 heures de Barcelone. Et si vous vous posez la question de savoir avec qui je vais rouler, donc moi j'ai fait quand même plusieurs tests avec des écuries différentes. Et je me suis pas encore décidée à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je pense que je ferai une annonce sur mon Instagram au moment voulu. Bon, en tout cas, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Et on se revoit du coup l'année prochaine à Dubaï pour la prochaine vidéo YouTube. Bye bye! Coupé. Je suis en train de penser à ça. Mais en fait, j'ai gardé les pièces qui se sont cassées durant la saison. Donc là, la vidéo, je viens de la terminer, de la tourner, mais en fait, j'ai oublié complètement de vous en parler de mon petit décor.